T'es en mode diaporama chez tout le monde ou je crois que j'ai pas pris Vois bien, hein. Ah, c'est bon, ok. Donc je disais donc les intoxications médicamenteuses volontaires chez l'adolescent. Donc et je vous présenterai notamment un état des lieux donc basé sur certaines données donc que l'on a obtenues au CHU d'Amiens, donc et au niveau de notre laboratoire. Donc tout d'abord, je commencerai par quelques éléments de contexte. Donc qu'est-ce qu'une intoxication? Donc une intoxication est définie par donc la survenue de tout effet toxique pour l'homme, donc faisant suite à une exposition, donc qu'elle soit unique ou répétée, à un mélange ou une substance naturelle ou synthétique donc disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Donc, on s'intéressera aujourd'hui particulièrement aux intoxications liées aux médicaments, donc médicamenteuses. Et donc, selon l'intentionnalité de prise, donc ces intoxications peuvent se répartir donc en deux catégories, donc les intoxications non volontaires ou accidentelles, où généralement ici la prise va être liée à des erreurs de dosage, des confusions entre médicaments, donc des situations où on retrouve une automédication inadaptée ou des situations de négligence. Donc ici, il n'y a aucune intention de se faire du mal. Et donc à l'inverse, on a les intoxications volontaires, donc qui vont être réalisées clairement donc dans un but non thérapeutique, dans un contexte de gestes auto-agressifs ou de tentatives de suicide. Et donc on parle ici d'un acte avec intention de nuire à soi-même. Et donc c'est ce à quoi on s'intéressera aujourd'hui, donc IMV pour intoxication médicamenteuse volontaire. Et donc, pour ce qui est de l'épidémiologie des IMV en France, j'aimerais d'emblée rappeler que donc l'incidence exacte est difficile à déterminer, donc et ceci pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, donc d'abord, il n'existe pas de système, on va dire, d'enregistrement national spécifique donc dédié aux IMV. Donc une IMV donc peut être prise en charge dans différents circuits aussi, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir aussi une dispersion de l'information. Et également parce que certaines IMV donc ne font pas forcément l'objet d'une déclaration. Donc certaines IMV ne sont pas, notamment pour les moins graves, ne sont pas forcément médicalisées, et c'est ce qui peut contribuer aussi à une sorte de sous-estimation des cas. Et donc malgré cela, donc il existe plusieurs quand même sources épidémiologiques qui malgré tout permettent d'avoir une vision de ce phénomène. Donc voici une liste non exhaustive de ce qu'on peut retrouver comme source. Donc d'abord les études monocentriques, donc issues de travaux au sein de centres hospitaliers dans différents services, donc les urgences, la réanimation, etc. Donc cela permet d'avoir de bien décrire le profil des patients et des substances impliquées. On peut avoir ensuite tout ce qui est études régionales menées par les réseaux de toxicovigilance ou des structures de santé publique. Donc les centres antipoison qui permettent aussi une vision régionale mais qui vont se baser sur les appels téléphoniques et représentent ici une source riche des tendances qu'on peut avoir dans ces contextes d'IMV mais qui restent donc des données non exhaustives puisque toutes les IMV ne vont pas générer forcément un appel. Et puis donc les données hospitalières nationales donc via notamment le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information qui va permettre d'avoir une vision ou une analyse plus large de ces IMV, mais uniquement euh, issue en fait des hospitalisations. Et donc vous voyez, donc on dispose quand même de plusieurs, on va dire, sources qui sont complémentaires, mais aucune ne va permettre d'obtenir une image parfaitement exhaustive de ce phénomène. Et donc maintenant qu'on a vu les différentes sources donc épidémiologiques, je voudrais vous donc présenter quelques données nationales, donc les dernières dont nous disposons, donc qui ont été publiées récemment. Il s'agit d'une analyse donc qui a porté sur l'ensemble des hospitalisations pour gestes auto-infligés, donc en France, qui a été réalisée par l'ADRES, donc la Direction de la recherche
des études, de l'évaluation et des statistiques, qui a donc couvert donc la période de 2007 à 2022. Donc il s'agit de données d'hospitalisation provenant des hospitalisations dans les services de médecine, chirurgie obstétrique et les services de psychiatrie. Et donc, ce qu'a révélé cette analyse, c'est que l'IMV donc a représenté le principal mode opératoire du geste auto-infligé. Donc, j'entends par geste auto-infligé, donc tentative de suicide et geste d'auto-agressif. Cela a représenté 75% des hospitalisations en médecine, chirurgie obstétrique et 61% des hospitalisations en psychiatrie. Les adolescentes et les jeunes femmes ont été surreprésentées dans cette analyse-là, donc avec notamment un pic chez les filles de 15 ans. Et donc cette analyse a également montré des évolutions, notamment sur la période 2021-2022, donc par rapport à une période antérieure où qui retrouvait une explosion des hospitalisations donc chez les filles de 10-19 ans, avec notamment plus 71% chez les 10-14 ans en MCO et plus 44% chez les 15-19 ans, et bien entendu aussi en psychiatrie. Et donc ces adolescentes hospitalisées étaient davantage issues de communes défavorisées, mais la hausse récente qui a été observée en 2021-2022 touchait également toutes les autres catégories, même les favorisées. Et donc cette analyse a également montré donc une hausse brutale en post-Covid, donc avec notamment les IMV qui ont augmenté de plus de 40%. Vous avez d'ailleurs en bleu la proportion en fait des IMV dans le geste auto-infligé. Donc on voit bien qu'il y a prédominance de ce moyen-là qui est utilisé. Et donc cette augmentation qui a été observée en post-Covid est également en cohérence avec certains travaux dans la littérature qui ont également montré une hausse des symptômes dépressifs, anxieux et de mal-être psychologique chez les adolescents et les jeunes adultes pendant la période post-Covid. Donc maintenant qu'on a vu un peu ces données épidémiologiques, donc si on s'intéressait donc à cette population et donc à ces adolescents et à cette phase qu'est l'adolescence, donc celle-ci représente une période de forte vulnérabilité, donc où donc on peut avoir plusieurs facteurs favorisants donc qui peuvent favoriser donc ce passage à l'acte ou ces cas d'IMV. Donc d'abord les facteurs individuels. Donc certains adolescents vont présenter de l'anxiété, de la dépression, et donc cette immaturité finalement émotionnelle peut se présenter comme une sorte d'impulsivité, ce qui va faire que peuvent être plus fragiles face à certaines situations difficiles. Donc on a aussi les facteurs familiaux, donc les conflits familiaux, les ruptures relationnelles, donc des environnements aussi où on peut retrouver de la maltraitance et de la négligence. Et également tout ce qui est antécédent de mal-être psychologique et de tentative de suicide au sein d'une famille ou d'un foyer. On a ensuite tout ce qui est facteurs sociaux et scolaires, donc avec harcèlement scolaire, cyberharcèlement, isolement de certains, les les amicaux, pardon, et donc la pression et les échecs scolaires. Et donc ici, un point très important, c'est que chez ces adolescents-là, donc l'acte va survenir souvent suite à un facteur déclencheur donc aigu. Donc ça peut être une dispute, un conflit ou un événement stressant. Et donc suite à cet épisode lorsque l'accès aux médicaments est facile, donc cela peut conduire à un geste impulsif et c'est ce qu'on peut observer dans ces contextes d'IMV. Et donc maintenant qu'on a vu ce contexte autour des IMV, donc comment on explore donc une IMV au laboratoire et donc notamment au laboratoire de toxicologie. Je commencerai par souligner donc déjà l'importance de l'évolution considérable qui a été faite au niveau des méthodes analytiques et qui aujourd'hui permet donc une analyse, une meilleure analyse ou exploration toxicologique et donc une meilleure prise en charge de ces IMV. Donc on a d'abord tout ce qui est dépistage toxicologique ou qui au fil des années ont également été élargis.
et qui sont importants puisqu'ils représentent une première orientation au clinicien. Donc, on obtient les résultats assez rapidement et d'ailleurs c'est adapté donc à ce contexte d'urgence. On a ensuite des techniques qui sont venues après, plus performantes, donc avec notamment le criblage toxicologique. Ce sont des techniques par chromatographie couplées à diverses détections, soit en UV ou en spectrométrie de masse, qui permettent, contrairement au criblage, d'identifier précisément donc les molécules qui peuvent être impliquées donc dans ces IMV et présente l'avantage de présenter moins d'interférences et une meilleure spécificité que les dépistages. On a ensuite, on peut être amené également à donc utiliser des techniques quantitatives spécifiques aussi, donc pour notamment évaluer la gravité d'une intoxication. Et donc à côté de ce versant analytique, je voulais également rappeler l'importance de toujours confronter ces données biologiques obtenues grâce à ces analyses aux données cliniques. Donc l'importance du contexte, l'anamnèse et puis cette collaboration biologiste-clinicien qui fait que on aura une meilleure interprétation des résultats et si besoin ajuster l'analyse ou la stratégie analytique. Donc, comment ça fonctionne au CHU d'Amiens, ou du moins dans notre laboratoire? Donc, lorsqu'une IMV est avouée ou lorsqu'on suspecte une IMV dans divers contextes, donc le service va demander donc des dépistages ou des dosages en immunoanalyse, donc qui sont des techniques donc réalisées en 24/24, 7 jours sur 7, dans un premier temps. Dans certains cas, donc les services peuvent demander aussi donc d'emblée un criblage toxicologique. Lorsque ceci n'est pas fait, donc on peut nous, en fonction du contexte et après discussion avec les médecins, donc être amené à ajouter donc ce criblage toxicologique. Donc ici nos techniques, c'est une technique par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, où donc on va rechercher de façon ciblée la présence de médicaments dans un panel de près de 300 molécules. Et ensuite, en fonction aussi du contexte, si on veut une documentation plus exhaustive de l'IMV, ou afin notamment de caractériser la gravité de l'IMV ou suivre une intoxication, donc on peut être amené à ajouter des dosages plus spécifiques. Concernant notre étude, donc il s'agit d'une étude monocentrique rétrospective, donc qui a été réalisée sur l'année 2024, où nous avons inclus des adolescents âgés de 12 à 18 ans, donc qui ont été admis pour prise en charge d'une IMV au CHU. On est parti des demandes de criblage toxicologique pour inclure nos patients, donc des criblages toxicologiques dans un contexte d'IMV. De ce fait, nous avons exclu tout patient hors tranche d'âge dont les données ont été incomplètes et lorsqu'un criblage a été demandé dans un autre contexte que celui de l'IMV. Et donc ici, l'objectif principal était de fournir une analyse descriptive de ces IMV donc chez les adolescents admis, et puis ensuite faire un suivi de ces adolescents-là après cet épisode d'IMV. On s'est particulièrement intéressé aux analyses, aux résultats des criblages toxicologiques qui ont été réalisés. Et puis également, donc pour certains médicaments, notamment le paracétamol, donc le dosage qui est réalisé en immunoanalyse. Concernant les résultats, nous avons inclus 89 patients donc, qui ont bénéficié d'un criblage toxicologique dans un contexte d'IMV. Donc on voit bien qu'on a une majorité, une prédominance féminine avec un pourcentage de 93% de filles et donc un âge médian à 15,4. Concernant la prise en charge de ces patients, donc à leur arrivée au CHU, donc on voit bien qu'ils sont majoritairement pris en charge dans un délai inférieur à 4 heures depuis l'ingestion du ou des médicaments. Et donc à leur admission, donc ils ont présenté essentiellement des symptômes d'ordre neuropsychique de type confusion, agitation, amnésie, troubles de la conscience.
ou encore gastro-intestinaux, incluant des nausées, vomissements, diarrhées, et d'autres troubles, notamment cardiovasculaires, des troubles cutanéo-muqueux ou encore d'autres symptômes. Donc nous avons recensé 78 donc troubles cliniques et on voit bien dans plus de 56% des cas. Donc l'adolescent donc présentait au moins un critère de gravité qui est défini soit par donc une hospitalisation en réanimation, une hospitalisation pendant une durée supérieure à notre médiane, donc qui a été de 5 jours, ou alors en cas de décès. Concernant les analyses, donc les molécules identifiées, donc le nombre médian des molécules au niveau sanguin et urinaire était de 2 molécules donc pour ces patients. Et on voit bien au niveau, par exemple, sanguin, que dans 13% des cas, donc on a identifié de plus de 5 molécules et dans 10% des cas au niveau urinaire. Euh, Concernant les classes thérapeutiques identifiées, donc on voit bien ce graphe qui donc, met en évidence la prédominance notamment de certaines classes. On retrouve en premier lieu donc les anxiolytiques, ensuite donc les antalgiques, antipyrétiques, avec notamment le paracétamol, les antipsychotiques, ensuite les antidépresseurs et notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les antihistaminiques, les analgésiques opioïdes, etc. Et donc, si on s'intéressait particulièrement donc aux molécules identifiées, donc on a le paracétamol qui arrive largement en tête et pour lequel d'ailleurs on a retrouvé dans 24% des cas donc des intoxications massives, donc potentiellement toxiques avec des concentrations très élevées. Ensuite, on a la présence d'hydroxysine, cétirizine. Donc, ici, à ce sujet, d'ailleurs, il est important de préciser que dans pas mal de cas, donc la présence simultanée de ces 2 molécules est plutôt en faveur la prise d'hydroxysine, puisque la cétirizine en est le métabolite. Mais on ne peut pas donc exclure de façon certaine la prise des 2 molécules. Donc ensuite, en quatrième position, donc la fluoxétine, ensuite l'aripiprazole et la siamémazine. Et donc on voit bien ici aussi que donc, une information à également prendre en compte que dans plus de 56% des cas, au moins une molécule qui a été identifiée faisait partie du traitement à domicile de ces adolescents. Au niveau urinaire, donc on retrouve quasiment les mêmes tendances avec en première position les analgésiques antipyrétiques, ensuite les anxiolytiques, les antipsychotiques, les analgésiques opioïdes, antidépresseurs, etc. Et donc pour ce qui est des molécules, donc toujours le paracétamol en première position, la cétirizine, la fluoxétine, la siamémazine, l'hydroxysine et ici en sixième position la présence aussi de tramadol. Et ici aussi, dans un cas sur 2, au moins une molécule identifiée au criblage urinaire faisait partie du traitement à domicile de l'adolescent. Alors, pour ce qui est du suivi donc de ces adolescents, eh bien, donc l'admission déjà qui a été prise en compte dans cette étude représentait déjà donc une récidive dans 49% des cas. Sachant que dans 40% des cas, les adolescents bénéficiaient déjà d'un suivi pédopsychiatrique, donc avant cette admission. Et donc suite à cette admission dont la durée de séjour médiane était de 5 jours, près de 70% des adolescents ont eu au moins une consultation pédopsychiatrique par la suite. Malheureusement, le risque de récidive restait quand même important puisque dans 40% des cas, donc une nouvelle IMV a conduit à une réadmission dans notre établissement et pour 15% des cas, au moins 2 récidives après celle-ci.
Pour la discussion ou pour discuter un peu donc, tous ces résultats, cette étude donc a permis une analyse descriptive donc des IMV chez les adolescents au sein du CHU. Donc nous avons choisi d'étudier cette tranche d'âge devant la recrudescence des cas de tentatives de suicide donc chez les jeunes adolescents ces dernières années et pour lesquels l'IMV a été donc le moyen le plus utilisé. Comme largement décrit dans la littérature, on retrouve aussi une prédominance, une nette prédominance féminine. Quant à la durée de séjour donc à l'hôpital, donc qui était d'ailleurs dans notre étude médiane de 5 jours, donc ceci témoigne quand même d'une prise en charge non négligeable, donc tant sur le plan somatique que psychiatrique. On a noté également un passage de réanimation dans 5% des cas, ce qui peut souligner aussi la gravité de certains cas. Concernant les substances en cause, notre étude confirme les tendances qu'on retrouve dans la littérature, avec notamment le paracétamol qui reste la molécule la plus utilisée lors de ces épisodes d'IMV. Ensuite, notamment donc, la présence importante des médicaments psychotropes qui sont d'ailleurs souvent disponibles dans les foyers ou au sein des familles et dont la présence importante va aussi refléter indirectement donc cette prévalence croissante des troubles anxio-dépressifs. Euh, pour ce qui est du pourcentage de récidive dans notre étude, donc qui était que, autour de 40%, il était comparable à une étude qui a été réalisée au sein du Centre antipoison et de toxicovigilance de Marseille, donc sur la période 2021-2022, qui était de 43,8%. Donc ces deux pourcentages, on va dire, comparables et similaires, semblent montrer une augmentation par rapport à des études antérieures qui ont été faites, notamment euh, donc celle qui a été faite aussi à la PHM, où le pourcentage était de 15% pour une étude qui a été faite autour de 2002-2010, et une étude réalisée au CHU de Caen, où le pourcentage de récidive était de 14%. Donc ici, malgré un suivi pédopsychiatrique pour une partie des adolescents, on voit quand même que les récidives restent assez fréquentes et cela mène quand même à s'interroger sur notamment tout ce qui est adhésion au suivi, sa continuité par les adolescents, mais également donc sur la coordination finalement entre les différents acteurs qui peuvent être impliqués, donc notamment les pédopsychiatres, l'entourage familial et puis le milieu scolaire. Donc l'étude réalisée donc présentait donc quelques points donc positifs. Donc notre étude a quand même apporté donc des données supplémentaires donc sur un phénomène qui est en pleine expansion, mais encore peu documenté chez les adolescents. Nous nous sommes appuyés sur une technique performante qui nous a permis finalement d'identifier les molécules impliquées directement donc dans ces cas d'IMV. Et donc également, l'accès aux données cliniques nous a permis aussi de réaliser un recueil, notamment le suivi chez ces adolescents. Plusieurs limites existent. Tout d'abord, donc, il s'agit d'une étude monocentrique avec un effectif qui reste assez restreint, ce qui peut limiter de généraliser les résultats, même si on retrouve quand même les tendances retrouvées dans la littérature. Il est également très probable qu'une sous-estimation existe, donc en particulier lorsque un criblage toxicologique n'est finalement pas demandé par les cliniciens. Et enfin, aussi un point important, donc ici, le criblage toxicologique est avant tout une analyse qualitative. Ça va permettre d'identifier les molécules impliquées, mais ne permet en aucun cas d'évaluer, par exemple, la gravité de l'intoxication et de mesurer les concentrations, ce qui peut être nécessaire dans certains cas et où on ajoutera à ce moment-là des dosages plus spécifiques. Donc notre technique, c'est une technique ciblée, donc qui va reposer sur un panel bien défini,
même si donc bon, on recherche quand même sur un panel près de 300 molécules, donc qui sont quand même les molécules les plus retrouvées, mais dans des cas où l'IMV peut impliquer une molécule hors notre panel, on peut du coup ne pas, on peut passer à côté et ne pas détecter la molécule impliquée. Donc pour finir avec quelques points importants concernant donc ce sujet. Donc ici, les IMV chez les adolescents constituent quand même un phénomène préoccupant avec une nette augmentation au cours de ces dernières années. Donc notre étude, bien que qu'à échelle locale, donc a quand même permis de mettre en lumière, encore une fois, donc la gravité et la fréquence de ce phénomène. Les données que nous avons recueillies peuvent contribuer notamment à adapter ou renforcer certaines mesures de prévention déjà en place, notamment ne pas banaliser l'accès enfin, l'accès aux médicaments, surtout chez les plus vulnérables, et aussi comment insister sur l'importance d'un suivi pédopsychiatrique bien conduit. Et pour terminer, j'aimerais souligner aussi l'importance de continuer à communiquer sur ce sujet. Donc chaque étude, même à petite échelle, donc participera à mieux donc sensibiliser, mieux comprendre ce phénomène.